Devenir du nitrite dans la viande. Il n'y a pas de lien direct entre le nitrite ajouté et le nitrite résiduel. C'est ce que dit l'EFSA dans son avis de 2003. La disparition du nitrite est influencée par le pH, la température, le traitement thermique et les substances réductrices. Vous voyez sur le graphique, lorsque l'on met 2 doses de nitrite, 100 ppm ou 30 ppm, au bout de 15 jours, on a à peu près le même taux de nitrite. Pourquoi? Parce que le nitrite s'est transformé, a réagi avec la matrice viande et s'est transformé en différentes molécules. Entre parenthèses, lorsque Que Choisir ou 60 millions de consommateurs a fait des analyses de nitrite dans les produits du commerce, ils ont analysé le produit à peu près à ce niveau-là, et donc évidemment le nitrite retrouvé n'a rien à voir avec le nitrite qui avait été rajouté. Bon, ça c'est entre nous, mais ça veut dire que pour explorer la réalité, il faut avoir un certain nombre de connaissances que je vais partager avec vous maintenant. Le nitrite est un aliment très réactif. Le nitrite, c'est NO3-, qui est dans un état d'oxydation, mais il peut se réduire à différents niveaux. Vous voyez toutes les formes que peut prendre l'atome d'azote, plus ou moins oxydé ou plus ou moins réduit. On retrouve là le nitrate, là le nitrite, et là le NO. Ce sont les 3 espèces importantes dont je vais parler maintenant. Vous voyez qu'on passe de l'une à l'autre selon les conditions d'oxydation ou de réduction du milieu. Donc dans une matrice carnée, les formes de l'azote s'équilibrent notamment selon le pH et le potentiel d'oxydoréduction du milieu. Donc lorsque l'on veut doser le nitrite qui a été ajouté dans une charcuterie, il faut doser le nitrite, il faut doser le nitrate, et il faut doser le NO ou le FeNO, donc le nitrate qui a été accroché au fer. En effet, le nitrite se fixe sur le fer de l'hémoglobine. Et toutes les fonctions du nitrite s'expliquent par sa capacité à se fixer sur le fer de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule transporteuse d'oxygène, et cette molécule contient un M, la myoglobine, un M de la myoglobine, pardon, qu'on appelle le pigment héminique. Vous voyez, c'est une molécule assez complexe, au cœur de laquelle on trouve le fer, Fe. Et c'est ce fer, Fe, qui fixe l'oxygène et qui le transporte jusqu'aux cellules dans l'organisme. Évidemment, lorsque l'organisme est mort et qu'on se retrouve avec de la viande, eh bien, ce fer est toujours là et il est accessible à des réactions d'oxydation. Lorsqu'on le met en contact du nitrite, ce nitrite se transforme en NO et le NO vient se fixer sur le fer, soit sur une fois, soit même 2 fois, selon la quantité de nitrite et les conditions du milieu. Et c'est cet accrochage qui va finalement empêcher le fer ou réduire la capacité du fer à rentrer dans les réactions d'oxydation. Et à travers ça, on va comprendre assez bien les fonctionnalités de ce nitrite dans les charcuteries. Alors, première fonctionnalité, la plus visible, la plus évidente, c'est la couleur. Donc, le fer nitrosylé caractérise les charcuteries et salaisons en se fixant sur le fer, le NO, réduit l'oxydation de la matrice, ce qui protège la couleur et l'arôme, mais aussi évite l'apparition de radicaux libres et d'aldéhydes indésirables issus de l'oxydation des lipides. Ça, c'est fondamental. Donc la couleur, déjà, le jambon frais, il a une couleur assez rouge rosé, il est frais. Lorsqu'on le cuit sans nitrite, on a une couleur grise, du rôti cuit, avec un goût particulier. Si vous le gardez au réfrigérateur quelques jours, il a un goût vraiment fort de rôti, pas du tout un goût de jambon. Par contre, si on a du nitrite, on a une couleur rose caractéristique du jambon ou des charcuteries traitées en salaison. Quelle est la dose? À partir de quelle dose on observe cette fonctionnalité?
À l'IFIP, on a fait plusieurs études dans tous les sens, en testant plusieurs dosages et en regardant la couleur. Alors, déjà, lorsqu'on a 0 nitrite, la couleur est très différente, elle est grise. Et dès qu'on met 30 ppm de nitrite, ou 60, avec ou sans ascorbate, eh bien la couleur, elle est assez proche. Ça, c'est la couleur à T0. Par contre, lorsqu'on conserve le produit, eh bien évidemment, lorsqu'on n'a mis que 30 ppm de nitrite, la couleur devient fade à DLC, alors qu'à 60 ppm, la couleur résiste à DLC, en particulier lorsqu'on a conservé de l'ascorbate, parce que l'ascorbate est synergique avec le nitrite et améliore la résistance et la formation de la couleur. Lorsqu'on conserve également sous vide les produits, la couleur est maintenue de manière plus longue et plus régulière. Ainsi donc, pour la conservation de la couleur, jusqu'à DLC, 60 mg de nitrite par kilo est d'une dose nécessaire et suffisante et renforcée par l'ascorbate, qui est finalement la modalité testée ici la plus favorable. Dans les salaisons sèches, dans les produits secs, on ajoute du nitrite sous la forme de nitrate ou salpêtre. Le nitrate est une réserve de nitrite pour les salaisons. Durant la fabrication, qui est longue, le nitrate se transforme petit à petit en nitrite, puis en NO, qui, lui, va se fixer sur le fer. C'est une transformation qui se fait dans des conditions de réductrice de la matrice. Il ne faut pas qu'il y ait d'oxygène. Il faut qu'il y ait en général des composés qui garantissent qu'il n'y a pas d'oxydation pour que le nitrite puisse se transformer correctement en NO. En se fixant sur le fer, comme le cuit, il stabilise le fer, la couleur des salaisons, et limite l'oxydation, en particulier l'oxydation des gras, qui peut être présent dans les salaisons qui sont conservées très longtemps, enfin assez longtemps, 3 semaines, jusqu'à plusieurs mois, à des températures assez élevées. Et vous allez me dire, il existe des jambons secs qui sont sans nitrate et sans nitrite. Par exemple, le jambon de Parme. Alors effectivement, dans le jambon sec non nitraté, et fabriqué pendant plus de 12 mois, séché plus de 12 mois, il n'y a pas de NO. Le NO est remplacé par du zinc Zn, du zinc qui provient de la matrice, et qui se fixe au cœur de l'hème, à la place du NO, pour former le pigment qui s'appelle la protoporphyrine. C'est un pigment qui est sensible à la température et qui apporte une couleur rouge foncé au jambon sec sans nitrate, comme le jambon de Parme. Alors, ce que je vous ai présenté là est assez connu des professionnels, c'est assez classique. Et là, je vais vous présenter des résultats plus récents et moins partagés. C'est comment le nitrite influence l'arôme des produits traités en salaison. Nous avons conduit avec l'INRA, il y a quelque temps, une thèse pour essayer de comprendre comment le nitrite agissait non pas sur la couleur, on l'a vu, mais sur l'arôme. Alors, nous avons pu, avec l'équipe de CAPA, de l'INRA de thé, démontrer premièrement que le goût caractéristique des charcuteries traitées en salaison, charcuteries cuites traitées en salaison, ce sont 3 molécules soufrées que j'appelle là M1, M2, M3, assez simples, qui se forment lorsque l'on cuit une charcuterie en présence de nitrite. Et lorsqu'on fait des analyses poussées des molécules, on retrouve effectivement ces molécules M1, M2, M3 dans la matrice de charcuterie cuite, lorsqu'il y a du nitrite. Et lorsqu'il y a du nitrite, on retrouve assez peu de composés d'oxydation. Lorsqu'on supprime le nitrite et qu'on réalise le même procédé, on retrouve toujours les molécules M1, M2, M3. Par contre, on retrouve beaucoup plus de composés d'oxydation. Et ces composés d'oxydation apportent des molécules, des odeurs et des goûts qui vont cacher les odeurs et les goûts des molécules M1, M2, M3. Donc en fait,
le nitrite agit comme un antioxydant qui évite l'apparition de composés d'oxydation et donc qui permet de prémunir, de protéger les odeurs et le goût des molécules M1, M2, M3. Alors, bien entendu, dans cette thèse, on a été un peu plus loin, on a dit on va supprimer le nitrite et on va remplacer le nitrite dans sa fonction antioxydante par des extraits végétaux divers et variés d'antioxydants pour regarder si on arrive à contourner le problème, enfin contourner le nitrite et apporter cette fonction antioxydante différemment. Et effectivement, on a réussi à apporter 80% de la fonction antioxydante du nitrite par des extraits antioxydants complémentaires et synergiques. Il n'en fallait pas un, il en fallait plusieurs, ce qui a permis de recomposer finalement l'arôme à hauteur de 80%, pas tout à fait l'arôme, et bien entendu, on n'a jamais pu retrouver la couleur. Donc voilà pour les fonctions technologiques du nitrite. Ça protège de l'oxydation, ça protège la couleur et ça protège l'arôme. Mais le nitrite est avant tout, en tous les cas c'est comme ça qu'il est déclaré, un conservateur. C'est un inhibiteur microbien qui bloque la germination des spores de Clostridium botulinum, de Clostridium perfringens, de Bacillus cereus, enfin d'une manière générale beaucoup de spores. Ça ralentit également la croissance des entérobactéries, dont Salmonella, et ça augmente le temps de latence de Listeria monocytogenes. Donc vous voyez, ça a des effets très utiles dans une charcuterie vis-à-vis des flores pathogènes. Et d'ailleurs, c'est cette fonction qui est retenue par l'Agence de sécurité des aliments dans son avis de 2003, qui dit que 50 à 100 mg/kg de nitrite sont suffisants pour la plupart des produits carnés pour les protéger du Clostridium botulinum et de Listeria monocytogenes. Pour les produits plus riches en fer, à longue durée de conservation hors froid, le seuil est de 100 à 150 mg/kg pour inhiber le Clostridium botulinum. Voilà ce que dit l'EFSA. Et bien entendu, c'est un avis qu'il faut absolument prendre en compte parce que c'est l'avis des autorités scientifiques de référence. Alors nous, à l'IFIP, on a depuis 2013 réalisé beaucoup d'études autour de la dose de nitrite nécessaire pour effectivement éviter la croissance de Clostridium botulinum. Je peux synthétiser l'ensemble de ces études en disant que sur la base des données obtenues dans les nombreuses études de charcuterie cuite, la réduction des nitrites à 80 ppm combinée à l'ajout de sel à raison de 1,8 ou 1,35 est sécuritaire vis-à-vis de Clostridium botulinum. Alors vous allez voir, je vais aller un peu plus loin que ça, mais ça c'est donc nous on estime à l'IFIP que 80 est largement sécuritaire, même à des taux réduits de sel. Alors on a fait toutes ces études avec un partenaire indispensable, c'est l'Université de Liège, qui est apte à manipuler du Clostridium botulinum, parce que ce n'est pas donné à tout le monde vu la dangerosité de cette bactérie. Alors, on a rassemblé l'ensemble de nos résultats qu'on a croisés avec un modèle de croissance de Clostridium botulinum développé par le Danish Meat Research Institute. Alors, comment peut-on synthétiser l'ensemble de résultats? Alors, vous voyez, dans le premier tableau, on a fixé la température à 8 degrés, le pH à 6,2, et on a regardé quelle était la probabilité, le risque de croissance de Clostridium botulinum. En rouge, on est dans une zone de croissance, en jaune, on est dans une zone à risque, et en vert, on est dans une zone de non-croissance. Alors, on voit bien l'illustration de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la synergie ici entre le sel et le nitrite. Ainsi, lorsque vous êtes à 1,6 de sel, il vous faudra 40 ppm de nitrite pour garantir une non-croissance à 8 degrés. Si vous faites un sel réduit à 1,2, il vous faudra 80 ppm de nitrite pour garantir la même sécurité. Sur le tableau du dessous, on fixe, on fixe le pH et on fixe le sel à 1,60. Et on fait varier la température de stockage. Vous voyez qu'à 6 degrés, le produit est conservé sans risque de développement de Clostridium botulinum.
Par contre, à des températures plus élevées, 8 degrés ou 10 degrés, le nitrite à ce moment-là est nécessaire pour garantir une sécurité. Et ça se passe assez vite. En quelques jours, on voit l'apparition de toxines botuliques dans les produits, au bout de quelques jours à 8 degrés. Donc, il n'est pas impossible de voir dans les chaînes de froid un certain nombre de possibilités de croisement des produits à des températures plus élevées que 6. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, le nitrite est bien utile pour éviter des croissances de pathogènes en cas d'augmentation de la température. Ces données s'appliquent à l'échelle microscopique. Ainsi, quand on déclare 1,6% de sel et 40 ppm de nitrite, ça doit s'appliquer en chaque point du produit. Donc, compte tenu de la variabilité des process de salage, il faut s'assurer un niveau de sécurité. Puisque en moyenne, vous aurez peut-être un jambon qui est salé à 1,5 ou 1,6, mais il faut absolument prendre en compte la variabilité. Donc, vous mettez dans des conditions de 1,35 ou 1,30. Voilà, faut bien le savoir, c'est à l'échelle microscopique, puisque le Clostridium botulinum est tellement puissant qu'il suffit qu'il y ait une petite croissance, qu'il y ait une petite quantité de toxines botuliques qui soient produites pour qu'on puisse avoir des malades. Et des malades, on en trouve. Contrairement à ce que disent les journalistes, la source INVS, qui est l'Institut national de veille sanitaire, a fait un état en 2018 pour répertorier l'ensemble des foyers et des cas de Clostridium botulinum en France. Donc vous voyez, on a eu un certain nombre quand même si c'est très peu par rapport au nombre de portions de charcuterie qu'on consomme, c'est extrêmement faible, enfin il y en a quand même. Et puis quand on voit les produits concernés, écoutez, on a beaucoup de charcuterie, jambon, chorizo, terrine de porc, jambon, etc. Donc nous sommes effectivement des fabricants de produits qui sont potentiellement à risque pour Clostridium botulinum. Alors, pour l'hystéria, on a fait également, nous, à l'IFIP, quelques études qui vous montrent qu'en fait, le nitrite n'agit pas sur la vitesse de croissance de l'hystéria, mais agit sur le temps de latence. Alors, quand on passe, par exemple, là, de 15 grammes kilo de sel à 0 nitrite, il faut 6 jours de latence à l'hystéria. Et si on passe à 120 ppm de nitrite et 20 grammes de sel, on double, on est à 12 jours. Alors, 12 jours, bon, ça peut paraître anecdotique, mais en fin de DLC, sur le nombre de l'hystéria qu'on retrouverait dans les produits, on peut avoir un écart quand même très, très important vu la vitesse de multiplication de l'hystéria dans les produits comme des rillettes. Donc, l'influence est relativement faible, mais quand même non négligeable. D'autant plus que, je rappelle, l'EFSA rappelle dans son avis que le nitrite est utile contre l'Listeria monocytogenes. Enfin, dans le saucisson sec, le nitrite évite la croissance de l'hystéria pendant la phase chaude. Donc, vous voyez là la courbe de salmonelle qu'on a inoculée ici dans la phase chaude, elle est à peu près stable avec du nitrite. Sans nitrite, on va avoir une croissance. Donc, ensuite, la salmonelle décroît régulièrement, mais avec le nitrite, on évite ce pic. Donc, effectivement, le nitrite a également une fonction pour réduire la croissance de salmonelle. Maintenant, c'est sûr, si on a la garantie d'avoir des viandes et des mêlées sans salmonelle, on peut, pour des raisons sanitaires, réduire le taux de nitrite dans les salaisons. Le risque est différent. Donc pour conclure, je vais reprendre les avis de l'EFSA. L'EFSA recommande d'utiliser le nitrite pour garantir aux produits carnés une protection contre le Clostridium botulinum et contre l'Listeria monocytogenes. Elle a renouvelé son avis, comme Thierry l'a dit, en novembre 2017, et recommande d'utiliser le nitrite dans des produits carnés transformés au même dosage que précédemment. 50 à 100 mg kg sont suffisants dans la plupart des produits carnés. À partir de là, toute entreprise ou artisan charcutier supprimant le nitrite devra démontrer au service vétérinaire que des mesures de substitution du nitrite appliquées à ces produits assurent une sécurité équivalente aux consommateurs. En cas d'accident et de victime, l'entreprise devra se justifier devant un juge qui prendra assurément en considération cet avis de l'EFSA. Donc il y a un risque quand même à
à supprimer le nitrite sans avoir des garanties de sécurité par ailleurs. Soit on augmente le sel, soit on réduit la DLC, soit les deux, soit on met des conservateurs de substitution. Donc voilà pour les fonctions finalement technologiques et microbiologiques du nitrite. Et pour être complet, je vais vous exposer les résultats toxicologiques parce que finalement, un certain nombre de scientifiques et d'experts reconnaissent ces fonctions technologiques au nitrite, mais l'accusent d'un certain nombre de risques toxicologiques. Et donc l'IFIP avec l'INRA et la FIC, soutenue par la FIC, nous avons mené depuis 2005 un grand nombre d'études toxicologiques. Et je vais essayer d'être très synthétique pour partager avec vous, je dirais, certains résultats caractéristiques. Je ne peux pas rentrer dans l'ensemble des résultats, ça serait beaucoup trop long, mais pour vous aider à comprendre un petit peu comment ces études ont été menées. Alors, il existe, au tout départ, il existe un lien épidémiologique entre la forte consommation de charcuterie et le cancer colorectal. Sur 100 personnes de la population, 6 développeront un cancer colorectal. Si elles seront 7, si elles consomment 50 grammes de charcuterie par jour durant toute leur vie. C'est le lien épidémiologique. En France, la moyenne est de 36 grammes par jour. À ce jour, d'après William Crowe, qui a publié un article dans Nutrients très récemment, vous voyez, en novembre 2019, il n'existe pas à ce jour de lien épidémiologique entre la consommation de nitrite et le cancer colorectal. Donc oui, il y a un lien épidémiologique entre charcuterie et cancer, mais pas aujourd'hui, en tous les cas, entre nitrite et cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'on n'a pas fait beaucoup de liens. C'est difficile de faire des liens épidémiologiques entre un des composants des aliments et des maladies. Pour autant, de nombreuses études toxicologiques ont été menées, c'est ce que je viens de dire, pour essayer d'expliquer les facteurs de causalité, et en particulier le fer, la présence de nitrite, la cuisson, l'oxydation et les additifs dans les charcuteries. Alors le modèle utilisé, c'est le modèle développé par Toxalim, l'INRA de Toulouse, c'est le rat chimio-induit, des rats nourris avec des charcuteries modèles pendant 14 jours ou 100 jours. Des rats sur lesquels on mesure des biomarqueurs, fesses et urine, donc les lipides oxydés, on mesure par des T-bars dans les eaux fécales ou une molécule qui s'appelle le DHNMA urinaire. Donc ça, c'est des marqueurs de l'oxydation. La cytotoxicité dans des tests de cellules in vitro, on fait des cultures cellulaires in vitro et on regarde, lorsqu'on met l'urine ou plutôt des eaux fécales, on voit si les cellules meurent ou pas. Les NOC, qui sont la somme des nitrosamines, des nitrosotiols et du fer nitrosylé dans les fesses, et la quantité d'hème, donc l'hème, c'est le cœur du fer, enfin, la molécule qui contient le fer, dans les eaux fécales. Donc ça, c'est des biomarqueurs qui sont censés prédire l'effet nocif, finalement, pour le rat de ce qu'il a mangé. Et après 100 jours, on va au-delà, donc on refait les biomarqueurs, mais on va au-delà, on sacrifie les rats et on mesure par microscopie optique avec des colorations des lésions précancéreuses qui peuvent s'appeler FCA en haut, FCA, ou FDM ou MDF, selon qu'on le dit en français ou en anglais. Donc voilà, vous voyez, les FCA ou les MDF. Ce sont des lésions précancéreuses, au dire des cancérologues et des experts en biologie de l'INRA. Donc on va rechercher ça sur les rats qui ont consommé des charcuteries pendant 100 jours. Des quantités non négligeables, puisque c'est l'équivalent pour un homme par rapport à son poids, l'équivalent de 6 kg par jour pendant 100 jours. Vous voyez, donc ça fait quand même des quantités très importantes. Alors, évidemment, les charcuteries, il y a une épidémiologie positive, mais les charcuteries, c'est des produits de tout type. On peut avoir des produits cuits, des produits crus, on peut avoir des produits avec du nitrite, avec du nitrate, ou sans rien, avec de l'ascorbate ou sans ascorbate, avec plus ou moins de fer. Bref, la famille charcuterie est extrêmement variée. Et quand on dit qu'il y a un lien positif d'épidémiologie, c'est un lien de toutes les charcuteries. Donc, l'objet de ces études, c'était de comprendre quelles étaient les caractéristiques qui étaient plutôt négatives et celles qui n'étaient pas négatives.
Alors, donc, la première chose qu'on a faite dans cette grande étude qui a démarré en 2005-2006, c'est qu'à partir du modèle rat que je vous ai présenté, on a pris des charcuteries du commerce et on les a données à manger aux rats. Jambon cuit, jambon sec, pâté de campagne, pâté de foie, etc., saucisse de Strasbourg, avec deux témoins, un témoin à 10% de lipides et un témoin à 25% de lipides. Et on a mesuré, d'un côté, les biomarqueurs, et d'un autre côté, les MDF ou FCA. Alors les FCA, on les laisse de côté parce que ça n'a jamais été finalement convaincant. Par contre, les MDF sont les lésions précancéreuses qui ont été significatives. Je vais faire une synthèse. Le jambon cuit, vous voyez, il n'a jamais été vraiment particulier. Il n'est jamais sorti très positif au départ, sur aucun, ni sur les biomarqueurs, ni sur les MDF, puisque comme les biomarqueurs n'étaient pas convaincants, on ne l'a même pas mis sur une version longue. Hein. Par contre, les saucisses de Strasbourg ont montré un certain nombre de points plutôt cytotoxicité, vous voyez, positive. Et donc, on les a mis en MDF. Là, ils sont sortis plutôt positifs en MDF, c'est-à-dire que on voyait un taux de lésions précancéreuses supérieur au témoin qui était ici à 1,2. On passait à 3 lésions précancéreuses au lieu de 2. Et le saucisson sec, lui, était marqué à 2,4. Alors, encore une fois, c'était des conditions extrêmes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'en mangeant de saucisson ou en consommant des saucisses, on va avoir le cancer, mais ça permet de se mettre dans des conditions extrêmes pour pouvoir déclencher des observations. Or, la conclusion de cette première étude, hein, pas de cohérence entre la richesse en fer héminique et les lésions précancéreuses sur les produits étudiés. Par exemple, le boudin, qui était très riche en fer, alors attendez, tac. Le boudin, vous voyez, là, qui était très riche en fer, il n'était pas cytotoxique, pourtant il y avait beaucoup d'oxydation dans les fesses. On a fait une étude 100 jours et il n'a pas occasionné beaucoup de... zéro lésion précancéreuse, quasiment, donc c'était une grosse surprise. Hein, le pâté, ça a été pareil, un pâté de foie, ça n'a pas été très, très net. Donc on s'est dit, c'est bizarre, on pensait que le fer héminique était la cause de tout ça, et puis quand on a des produits très riches en fer héminique, on n'observe pas beaucoup plus de lésions précancéreuses. Et donc, la conclusion, c'est que les charcuteries modèles montrent que d'autres paramètres sont importants, les antioxydants, la cuisson ou les nitrites. Et donc, on a été à la phase suivante. Et la phase suivante, alors pour ceux qui l'ont connu, vous vous en souvenez certainement, Jean-Luc Vandeuve qui a participé à l'élaboration de ce protocole qui a croisé 4 états de la charcuterie, état d'oxydation, nitrite